Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide à Washington. Ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui, à la une de l'actualité ce soir. J'ai décidé de venir en personne pour témoigner la reconnaissance de la patrie, inconsolable, mais nullement vaincue, à ces hommes arrachés à l'affection des leurs, à la fleur de l'âge, pour ce qu'ils sont pour nous, nos héros, nos martyrs. Je suis venu ici pour dire aux familles de ces soldats que leur deuil est porté dans une communion d'une rare intensité par tout notre peuple, éprouvé au plus profond de sa chair. Je suis venu ici pour exprimer le sentiment de grande révolte qui m'anime, à l'instar de tous mes compatriotes. Le lieutenant-colonel Hassan Anoutab, tes 70 soldats et toi avez fait acte de courage. La nation entière est fière de vous. Le lieutenant-colonel Hassan Anoutab, votre sacrifice, tes soldats et toi, ne sera pas vain. Par ordre décroissant, c'est-à-dire du candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes au candidat ayant obtenu le plus petit nombre de votes, j'annonce les résultats préliminaires suivants. Premièrement, M. Abdelmajid Tebboune a reçu un total de 4 945 116 voix, atteignant un total de 58,15%. L'ancien Premier ministre Abdelmajid Tebboune a été élu après un vote dont les autorités espèrent qu'il mettra fin à des mois de troubles. Mais les manifestants sont descendus dans les rues de la capitale Alger pour affirmer le rejet des résultats de ces élections. Tebboune ne nous représente pas plus que les 4 autres candidats. Nos médias ne nous représentent pas parce qu'ils n'écoutent pas nos voix. Je suis un jeune et ils ne m'ont jamais écouté. Nous avons dit non aux élections et que tous ceux qui faisaient partie du régime de Bouteflika devraient partir. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. En tant que jeunes, notre avenir est détruit. Nous sommes sans emploi. Je suis sorti aujourd'hui parce que ces élections n'ont pas de légitimité politique, populaire ou constitutionnelle. Les gens ne sont pas stupides. Nous continuons à manifester jusqu'à ce qu'ils réalisent toutes nos demandes. Nous en avons assez de cette injustice et nous voulons qu'elle cesse. Les autorités ont déclaré que 40% des électeurs avaient participé aux élections de jeudi, ce que les médias d'État ont qualifié de participation suffisante pour justifier la décision de tenir le scrutin malgré un boycott. Les autorités, y compris l'armée, affirment que la seule façon de faire avancer le pays est d'élire un successeur. Deux mois et demi après la révélation de ce que les démocrates appellent le scandale ukrainien, la commission judiciaire de la Chambre des représentants a adopté à 23 pour et 17 contre 2 chefs d'inculpation, abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Aujourd'hui est un jour solennel et triste. Pour la 3e fois en un peu plus d'un demi-siècle et demi, le comité judiciaire de la Chambre a voté des articles de mise en accusation du président pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès. La Chambre agira rapidement. C'était notre son de cloche pour le républicain Doug Collins, numéro 2 de la commission judiciaire, qui a immédiatement publié un communiqué disant, et je cite, « Cela met en évidence la mesquinerie du retard d'hier soir et la folie des articles de mise en accusation qui ne se portent sur aucun crime et n'établissent aucun cas. S'il est déjà clair que les démocrates ont rompu leur propre promesse de truquer ce résultat, ce qui deviendra plus évident dans les jours et les années à venir, c'est que les démocrates ont gravement abusé de leur pouvoir. »
Il revient maintenant à la Chambre de voter sur ce texte lors d'une séance plénière attendue mercredi. Il revient maintenant à la Chambre de voter sur ce texte lors d'une séance plénière attendue mercredi. Compte tenu de la majorité démocrate dans cette enceinte, Donald Trump est quasi assuré d'être mis en accusation. Il devrait toutefois échapper à la destitution, le Sénat, chargé de le juger, étant contrôlé par les républicains. D'ailleurs, le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, l'a affirmé hier soir sur Fox News, il n'y a aucune chance que le président soit destitué. Mais oui, c'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire que nous ne voulons manquer sous aucun prétexte. Et ce soir, nous retrouvons Ekia Badou. Bonsoir Ekia. Bonsoir Jacques, ça va bien? Ça va très bien, ça fait un bail. Oui, c'est vrai. Bonsoir à tous. Je viens avec une bonne nouvelle. Parfait. Pour les parents et pour les plus petits, il existe depuis fin novembre Lilbox. Cette box livrée tous les 2 mois a été créée par Fanta Marena, parisienne d'origine sénégalaise. Elle a eu l'ingénieuse idée de créer pour permettre aux parents d'offrir un plus large choix de lecture aux plus petits avec des personnages ou des auteurs afro-descendants. Il est même possible de choisir parmi 3 thématiques. La box Mon Histoire avec des ouvrages jeunesse pour découvrir ou redécouvrir des personnages comme Martin Luther King, Mohamed Ali ou encore Rosa Parks. Lil Napi, c'est une box qui traite de l'estime de soi, comment apprécier sans complexe ses cheveux crépus par exemple. Et une dernière thématique s'intitule Mixtisage. C'est des livres proposés qui mettent à l'honneur le fait d'être issu d'un couple mixte à travers des récits très poignants. Un vrai bonheur pour des enfants parfois perdus avec leur origine ou pointés du doigt à cause de leurs différences. Et je vous propose d'ailleurs d'entendre Fanta Marena, que j'ai interrogée à Paris. Elle nous explique pourquoi elle s'est lancée dans la création de Lilbox. L'idée est venue d'une histoire personnelle qui est liée à la difficulté que je rencontrais en tant que mère de famille d'avoir un support adapté à proposer à mes enfants qui lisaient beaucoup et qui ont arrêté de lire. Je me suis mise à la place de tous les parents qui sont confrontés à la même problématique. Ils ont été accueillis avec une grande joie dans la mesure où c'était une alternative au support pédagogique qu'avait le corps enseignant. Pour pouvoir proposer dans les ateliers de lecture notamment des livres où, vraiment qui reflétaient la réalité de l'école. Et j'ai pas donné le prix, Jacques, 23 €. Ça vaut le coup parce qu'il y a plein de livres et quelques petits cadeaux. Absolument, et c'est joindre à l'utile à l'agréable. Exactement. Quel beau projet. Et maintenant le portrait de la semaine, Ekia. Pour le portrait de la semaine, on va parler de Fally Ipupa qu'on ne présente plus en Afrique. Depuis 2 ans, il travaille avec le label. Il travaille sur son prochain opus avec le label Elektra de la maison de disques Warner sur son 6e album dont la sortie est prévue courant 2020. Il poursuit son irrévérence pour certains ou son génie pour d'autres en offrant à la musique congolaise un métissage inédit en mixant des sonorités urbaines, pop et bien d'autres belles surprises. J'ai eu l'honneur d'écouter ce projet en studio à Paris avec l'artiste qui m'a donné quelques explications sur le nouveau titre « Ça ne bouge pas », disponible depuis ce soir sur toutes les plateformes de téléchargement légal. L'amour, intitulé « Ça bouge pas », donc entre nous ça bouge pas, l'amour est là, l'affection est là, on reste toujours romantique. C'est tout à fait normal que les gens qui sont d'origine congolaise utilisent un peu le lingala. Et nous qui sommes les vrais, les vrais pionniers de cette langue, de cette culture musicale, donc c'est tout à fait normal qu'on fasse un peu de franglais lingala, un peu de français, un peu d'anglais, et toujours lingala. Ça c'est mon univers en fait. Quand les gens vont écouter l'album, ils vont voir qu'on est monté. La version longue de cette interview sera bientôt disponible sur le site de VOA Afrique et bien sûr dans l'émission Vous et nous. Chanter, danser, comme si on était à Cuba. Dans les bars du Burkina Faso, la musique du légendaire Buena Vista Social Club de Cuba est vivante et florissante. Bob Seydou et son groupe, les élites du Faso, jouent tous les week-ends dans de nombreux bars et clubs de Ouagadougou. Les Burkinabés, c'est la musique cubaine. Ça les fait rappeler les anciens temps, les temps de nos papas, de nos vieux, et de l'ancien président paix à son nom, Thomas Sankara. Parce qu'il aimait trop les morceaux cubains. Franchement, il aimait ça. Thomas Sankara était une figure de proue des mouvements panafricanistes et anti-impérialistes. Il a dirigé le Burkina Faso à partir de 1983 avant d'être assassiné en 1987.
À cette époque où de nombreuses nations africaines s'éloignaient de décennies de domination coloniale, la musique cubaine, liée à la politique révolutionnaire de Fidel Castro, avait de nombreux adeptes. Le président Sankara a même reçu à l'époque le célèbre orchestre cubain Aragon. Donc le Cuba était un pays révolutionnaire. Il y avait même une collaboration entre lui entre le Burkina à l'époque et le Cuba. En son temps, il y a eu des Cubains qui sont venus, qui ont pris les orchestres cubains, ils sont venus ici. Peut-être que l'orchestre Aragon est venu ici. Thomas Sankara était lui-même musicien, jouant dans l'ancien groupe Le Missile Orchestra du guitariste Roger Bium avant son ascension à la présidence. Ensemble, ils ont produit des music halls et des tubes au rythme afro-cubain. Les morceaux qu'on a joués avec lui, tels que le morceau de Jonas Pedro et Autorola. Voilà, bon, il y a des trucs cubains qu'on a créés ici, on mélangeait ça dedans. Et puis bon, on jouait, mais on avait notre fort, c'était dans la musique congolaise, la musique cubaine et la musique mandingue, c'est les Guinéens. 32 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, au-delà du révolutionnaire qu'il fut, des Burkinabés se souviennent encore du leader mélomane et continuent de chanter et danser au rythme de la musique qu'il aimait. Bonsoir à tous. On ne parle que de cela en Côte d'Ivoire. Les deux clubs les plus grands du pays, l'ASEC Mimosa et l'Africa Sport, s'affrontent demain au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan pour le compte de la 11e journée du championnat national de football. Même si les derbys ASEC Africa ont perdu un de leurs saveurs, ce choc suscite cette année un engouement des supporters des deux équipes qui se défient sur les réseaux sociaux des anciennes stars de ces deux clubs et ont mis du sien, de même que de grandes figures de la musique ivoirienne comme Assalfo du groupe Magic System et Petit Yodé. Pourquoi ce regain d'engouement autour de ce derby ASEC Africa? Explication avec Soaulio Diomandé, directeur de publication d'Abidjan Sport. Pour l'ASEC, il y a une place de leader en jeu. Pour l'Africa Sport, c'est de se rapprocher d'une place qualificative pour une coupe africaine. Sur les réseaux sociaux, il y a de nouveaux groupes de supporters des deux équipes. Côté ASEC, c'est ASEC Mimosa Nouvelle Génération. Et côté Africa Sport, c'est Africa Sport Nouvelle Génération. Ils ont des pages sur Facebook qu'ils animent. Ce sont les réseaux sociaux qui ont donné un élan nouveau à ce derby-là. Même des professionnels ivoiriens qui jouent en Europe, qui jouent en Arabie Saoudite, ont acheté des tickets. Il y a des supporters de leur club d'origine. La presse aussi s'est saisie de l'affaire. La RPI a même fait une émission spéciale à ce midi. Donc tout le monde a hâte d'assister à ce derby-là demain. Finale inattendue, Pays-Bas-Espagne au mondial de handball. Les Pays-Bas et l'Espagne, deux nations en quête de leur premier titre international, s'affronteront dimanche à Kumamoto, au Japon. Les Néerlandaises ont réussi l'exploit d'éliminer les favorites pour l'or, les Russes 33-32 en demi-finale. Ce sera la deuxième finale mondiale des Pays-Bas après celle perdue en 2015 contre la Norvège. Dans la deuxième affiche des demi-finales, les Espagnols ont largement dominé la Norvège 28-22. C'est la première fois depuis l'an 2000 que les Norvégiennes manquent 2 fois de suite la finale d'un tournoi majeur. Nour Alexandria Boukaram, 16 ans, a grandi ici dans la banlieue de Toledo, où elle a connu une vie normale d'adolescente. Mais le 19 octobre, après avoir terminé une course de 5 km, Nour s'est heurtée à une réalité inhabituelle. J'ai donné le meilleur de moi-même lors de cette course jusqu'à la ligne d'arrivée. Ensuite, j'ai été chercher mon score et mon nom ne figurait nulle part. Donc j'ai été voir les filles de mon équipe qui n'avaient pas couru pour leur dire que mon nom n'était pas là-haut. Et c'est alors qu'elles m'ont dit que j'étais disqualifiée. Je m'étais dit quoi? Puis elles m'ont regardé sans rire en m'indiquant que c'était à cause de mon hijab. À ce moment-là, mon cœur s'est brisé. Je ne pouvais plus rien ressentir, j'étais gênée. Je suis partie en pleurant. La disqualification d'Aboukaram a également troublé sa mère. C'était déchirant, c'était difficile. C'était un moment difficile en tant que parent de suivre Nour. Dans son calme, dans ses manières indulgentes, et vous comprenez qu'elle aime juste son équipe. C'est pourquoi elle l'a accepté.
Selon l'association des élèves athlètes de l'Ohio, les élèves peuvent courir avec des accoutrements religieux, mais par dérogation. Abou Karam a cependant souvent couru depuis des mois, mais sans en faire la demande. Mais une fois que les autorités ont décidé d'appliquer la loi, ses coéquipières ont toutes été choquées. Et je ne pense pas que cela devrait arriver à quelqu'un d'autre. L'école a depuis accordé la dérogation à Abou Karam. Elle est libre de courir de nouveau avec son hijab, mais le mal a été déjà fait. Ils l'ont publiquement disqualifié. Je crois qu'ils devraient avoir le courage de sortir publiquement et de lui faire savoir qu'ils avaient tort. Pour Abou Karam, cet incident est une opportunité pour élever la voix et faire changer les règles. Et voilà, point final à ce journal. C'était Jacques Aristide à Washington. Très bon week-end à vous. À lundi.